Mesdames et messieurs, bonsoir. Deuxième jour de cette 22e édition du Salon du Livre, intitulée Libre Livre. Une invitation à embrasser cette énorme marge de liberté que seule la culture peut nous fournir. Une invitation à saisir au vol pour nous rejoindre et prendre part aux divers débats, conférences, signatures et événements de ce salon qui vous ouvre ses portes jusqu'à dimanche prochain. En attendant, ce soir, dans notre émission, c'est de jeunesse, d'illustration, de cuisine, de photos et de romans qu'il sera question. Coup d'envoi avec Dina Bayout-Cole. Bonsoir Dina Bayout-Cole. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous signez Le goût de Maljayoun, que je montre à l'antenne, publié par Tamiras, qui poursuit cette série de livres consacrés à la cuisine du terroir. Et comme son titre l'indique, il s'agit là d'un retour aux sources qui, comme vous le dites, passe forcément par le palais. Alors tout d'abord, ce livre de recettes me semble être une entreprise familiale puisque vous bénéficiez de la contribution de votre frère et votre sœur. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait chacun pour vous aider? Oui. Alors, moi, j'ai écrit le livre en anglais. Oui. Mes recettes étaient originellement en allemand parce que je vis en allemand. Oui, comme vous vous résidez savez. en Allemagne. Oui. Et la nostalgie se fait du coup beaucoup plus grande. Oui, oui, bien sûr. Et puis, j'ai décidé d'écrire en anglais parce que oui, c'était la décision après que mon frère m'a aidé à faire un fanpage à Facebook. Et comme vous savez, les Libanais, il y a beaucoup de Libanais qui vivent à l'étranger. Moi, je viens de Maljayoun. Je suis née à Beyrouth et j'ai vécu à Beyrouth toute ma vie. Mais mes origines sont à Maljayoun, au sud du Liban. Et vous savez que les Libanais vivent à l'étranger. Et il y a beaucoup des gens de Maljayoun qui vivent en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et aussi en Europe. Et ils voulaient ce livre en anglais. Donc j'ai traduit. C'est sûr que l'anglais est la langue universelle, mais Tamiras, c'est quand même se fait un point d'honneur de faire paraître chaque année un livre qui parle de la cuisine du terroir et donc de chaque année mettre une région à l'honneur. Oui, oui. Et Maljayoun, donc j'ai traduit les recettes en anglais. Ma sœur en Amérique était mon éditeur et mon frère a aussi aidé dans tout. Et c'est ça. Donc c'est un projet de famille. D'accord, une entreprise familiale. Une entreprise familiale, oui. Alors aujourd'hui, art et cuisine sont devenus indissociables, ou l'ont peut-être toujours été en fait, puisque finalement la cuisine c'est de l'art, d'où le soin qui est apporté aux illustrations qui accompagnent l'ouvrage. Et c'est vous qui avez fait les photos. Oui, oui. Est-ce que la photo est une chose que vous faites d'habitude ou vous vous y êtes mise pour ce livre? Pour ce livre, moi j'aime faire des photos, mais je n'ai jamais fait des photos pour des plats, etc. Et c'était comme learning by doing. Yeah. D'accord. J'ai fait beaucoup de photos parce que, et j'ai dû pratiquer beaucoup. Et c'est une œuvre de 3 ans. J'ai beaucoup travaillé pour pouvoir faire et en fait, des photos. Ce sont des recettes que vous connaissiez, qu'on vous faisait à la maison, que votre maman et votre grand-mère faisaient, c'est ça? Oui. Alors, vous avez beaucoup travaillé pour les rectifier, pour leur donner votre couleur Oui. Bien sûr. Moi, j'ai fait, parce que j'habite en Allemagne, quand j'ai commencé mes cours, je donne des cours de cuisine aussi, il y a 20 ans. Il n'y avait pas tous les ingrédients. Donc, j'ai dû faire des adaptations. Et avec ces adaptations, j'ai pu faciliter aussi les recettes. Mes recettes sont idéales pour la femme qui n'est pas à la maison. Ce ne sont pas des recettes où, par exemple, il y a 2-3 kilos de farine, par exemple. Donc les recettes sont très, très faciles à faire, à reproduire. Ouais. Alors, si vous ne deviez citer qu'une recette, quelle recette exacerbe vos sens? De Maljayoun, notre recette de Maljayoun, qui est la spécialité de Maljayoun, c'est un poulet avec vine leaves, avec des, comment on dit en français? Des feuilles de vigne. Les feuilles de vigne, d'accord. Oui. Ils sont cuisinés ensemble.
avec des tomates et des tomato paste. I don't know how it is. Avec de la purée de tomates. Oui, Mais pourquoi oui. est-ce qu'elle exacerbe vos sens particulièrement, cette recette-là? Parce que personne ne la connaît. C'est seulement D'accord. à Majayoun. C'est seulement à Majayoun. Et c'est pour ça qu'elle vous fait un effet spécial? Oui, Vous êtes sensible oui, oui. aux ingrédients qui sont là-dedans? Oui. Bon, vous citez un proverbe allemand qui dit « Liebe geht durch den Magen Oui. », ce qui veut dire que la séduction d'un homme passe par son estomac. Yeah. Est-ce que vous pensez donc que la cuisine reste un élément de séduction fatale, pas seulement vis-à-vis d'un homme, Non. mais vis-à-vis d'une collectivité, par Yeah. exemple? Pour moi, la cuisine, c'était mon refuge. Dans mes premiers jours en Allemagne, j'étais très seule. Ce n'est pas facile d'arriver en Allemagne il y a 28 ans, dans une petite ville en Bavière. Oui, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Peut-être j'étais la seule arabe ou la seule libanaise. C'était pas facile pour moi. Donc dans la cuisine, c'était mon refuge. C'était la place où je pouvais recréer les goûts, les arômes, les saveurs de la cuisine de ma mère. C'est là où je trouvais mon plaisir. C'est ça. Dina Bayout-Kohl, je vous remercie énormément. Je rappelle que vous avez écrit Le goût de Marjayoun, publié par Tamiras. Bonne chance, bonne cuisine. Merci beaucoup. Et guten Abend. Dankeschön. À la prochaine. Vielen Dank. Et on passe à une page de pub et on se retrouve juste après. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie. Moi, je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de vie. Parmi les partenaires fidèles du Salon du livre francophone, la Banque Med, qui accompagne le salon depuis 15 ans déjà. Bonsoir, Monsieur Maroun Asma. Vous êtes membre du conseil d'administration de la Banque Med. Comment est-ce que vous avez vu évoluer ce salon? Vous voyez, au fil des ans, on a senti que le salon a mûri. Au départ, c'était très fragmenté et vraiment, il n'y avait pas une présence internationale. Aujourd'hui, on sent beaucoup plus des pays francophones du Sud qui sont présents au Liban. Il y a une aile pour les livres arabes, ce qui est très important puisque finalement, lorsqu'on parle de francophonie, on parle d'espace de culture et d'espace ouvert. Et là, on voit le monde arabe qui s'incruste encore dans le cadre de ce séminaire, de ce salon. Monsieur Asmar, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Des rencontres, des auteurs, des ouvrages, des signatures. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Moi, essentiellement, à titre personnel, je suis intéressé par beaucoup de livres qui vont être signés. En particulier, il y a deux qui ont attiré mon attention, essentiellement celui de Madame Kassem. Parce que vraiment, c'est une personne qui parle du fond de son cœur. Et c'est une personne qui a été éprouvée et qui parle de son expérience. Et on sent vraiment comment on peut surmonter en quelque sorte des événements qui vous marquent dans la vie. Le second, c'est Carlo Akacherian, avec lequel je suis lié beaucoup d'amitié. Et j'ai remarqué encore le livre de M. Korm. Il y a beaucoup de tables rondes qui vont être organisées. Chaque personne pourra trouver un peu ce qu'il cherche. On peut trouver des thèmes politiques où les gens qui en ont marre et qui ne veulent pas du tout, s'intéresser à la politique. Il y a beaucoup de thèmes sociaux qui sont développés, en particulier encore concernant la pluralité, les différents aspects confessionnels. Vraiment, cette année, je vous félicite, les thèmes choisis sont très intéressants. Et en fait, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est des publications qui se font exprès pour le salon, ou bien qui entourent le salon, comme par exemple vos livrets, des livrets très spécifiques, très intéressants. Ce livret, cette année, parle de votre jardin fruitier en Méditerranée. Et ce sont de petits ouvrages comme ça, qui parlent de thèmes multiples. Quels thèmes vous abordez spécifiquement? Les thèmes qu'on choisit, on cherche à trouver des thèmes fédérateurs qui, en quelque sorte, lient les pays de la Méditerranée, que
que ce soit les pays du Nord ou les pays du Sud, soit en agriculture, soit par exemple il y avait à un certain moment les poissons, les abeilles. Finalement, ce sont des spécificités de la francophonie méditerranéenne, que ce soit Nord-Sud. Et là, à ce moment-là, vraiment, c'est ce que nous sélectionnons. Chaque année, on prépare un livre et ça nous fait plaisir de distribuer ce livre pendant le salon. Et ensuite, il y a certaines écoles qui nous le réclament. Par exemple, à titre personnel, j'avais offert le livre sur les abeilles à l'école de mon fils. Ça les intéressait pour voir comment ça se passe. Et certainement pour les arbres fruitiers, on va faire la même chose. Moi, ce qui m'a passionné, c'est le livre sur les poissons de Méditerranée et celui sur les olives. Exactement, parce que ce sont des espèces qui sont spécifiques à la Méditerranée, qu'on ne retrouve pas. Comme il y a des espèces spécifiques en Atlantique, il y a des espèces spécifiques en Méditerranée. Et je pense qu'il y a un effort qui a été fait juste pour promouvoir, disons, je ne dirais pas cette appartenance, mais disons cette spécificité de la Méditerranée. Bravo à Banque Med qui insiste sur tous ces sujets méditerranéens. Pour la Banque Med, la notion de culture, la conservation du patrimoine, les liens entre les différents pays francophones, pour nous, c'est notre richesse. La richesse du Liban, c'est en quoi nous croyons. Monsieur Asmar, une dernière question. Vous accompagnez également beaucoup d'activités et de manifestations culturelles. Laquelle est la plus importante au niveau des écoles? Vous savez, on a beaucoup de manifestations culturelles, comme nous avons une responsabilité sociétale au Liban. Ça, c'est très important pour nous. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on a le bus qui est dans le Chouf, qui est là, qui est présent. Et là où les étudiants peuvent aller, ils peuvent lire d'une manière tout à fait gratuite. On met en quelque sorte une bibliothèque à leur disposition. Au lieu qu'eux viennent dans une bibliothèque, on va vers eux pour essayer de les intéresser, pour essayer en quelque sorte de leur montrer l'importance de la lecture. Parce que si jamais on n'éduque pas les jeunes à la lecture depuis leur bas âge, difficilement avec tous les médias actuellement numériques et digitaux, qu'ils puissent continuer à s'intéresser aux livres papier et qui est très important à notre vie. Et vous, pour terminer, c'est quoi votre domaine de prédilection en tant que livre? Vous savez, moi personnellement, je suis très intéressé par l'histoire. Et l'économie, certainement. On ne va pas en parler, mais essentiellement, c'est l'histoire. J'ai toujours été intéressé par l'histoire et si vous allez à ma bibliothèque, vous trouverez beaucoup de livres d'histoire. De quoi meubler un salon entier peut-être. Merci beaucoup, Monsieur Asmar, et à bientôt dans les couloirs du salon. D'accord, au plaisir. Et j'espère que, comme chaque année, ce salon sera une réussite. Les personnes qui sont présentes certainement auront un apport très important. Et surtout, ça donnera aux Libanais une fenêtre dans un environnement qui est politiquement bloqué, dans un environnement où ils s'étouffent. Au moins, ils pourront choisir le thème qui les intéresse et en quelque sorte avoir au moins pendant une semaine, pouvoir penser une bouffée d'oxygène. Et c'est au tour de l'illustration et de la rédaction, puisqu'il y a de l'écriture bien entendu. Zena Abirached, bonsoir. Bonsoir Nanette. Alors je suis ravie de vous accueillir à nouveau, je dois vous le dire, parce que chaque fois que vous revenez, c'est avec un vent de fraîcheur et quelque chose de très très beau. C'est encore plus beau cette fois, mais on va y venir. Alors c'est avec Catharsis, pour faire un tout petit peu un retour sur votre carrière en 2006, que votre carrière justement prend son envol. Depuis, il y a eu 38, Youssef Samani, Mourir, Partir, Revenir, Le jeu des hirondelles, Je me souviens Beyrouth, Agatha de Beyrouth et Mouton en 2013, édité par Cambourakis. Vous revenez aujourd'hui avec Le piano oriental, publié chez Casterman. Alors pour commencer, un changement d'éditeur, c'est toujours un pas en avant et Casterman n'est pas des moindres. Pourquoi ce changement? C'est une nouvelle aventure. Alors ce changement s'accompagne aussi d'un changement dans mon écriture parce que jusque-là, tous les livres que vous avez cités étaient purement autobiographiques. Donc il s'agissait d'un travail de mémoire sur mes souvenirs d'enfance. Ça se passait au Liban dans les années 80. Donc c'était un univers qui était bien... Là, c'est un arbre généalogique. Alors, si ce n'est pas tout à fait autobiographique ou presque. Là, je suis toujours dans l'autobiographie, mais il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle voix qui est celle... toujours de Beyrouth, mais c'est le Beyrouth que je n'ai pas connu, le Beyrouth de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents. Donc il y a quelque chose de nouveau qui vient s'inviter dans le piano oriental. Et c'était bien aussi d'avoir une nouvelle aventure éditoriale avec Casterman en l'occurrence, puisque... C'est aussi une plus grande visibilité quand même. Absolument, ouais. Oui. Aussi. Ceci dit, Cambourakis, c'était mon premier éditeur, j'étais son premier auteur, donc c'était une histoire assez et c'était intense très bien aussi. déjà, oui bien sûr. Oui. Mais là, Casterman
Hofmann, c'est quand même autre chose. Alors, le piano oriental, c'est l'histoire de ce piano quart de ton, inventé par votre arrière-grand-père, qui cherchait à reproduire sur le piano, justement, ce quart de ton. Alors ça, c'est très difficile, il ne faut pas oublier le micro, c'est très difficile avec un piano. Ibrahim Mahalouf l'a fait avec sa trompette depuis... Son père. Ouais, son père, absolument, mais bon, lui, il l'utilise beaucoup. Et du coup, ça ne s'est jamais commercialisé, faute de temps. Oui. Alors là, ça va m'amener à raconter la fin du livre. Pas la fin, on va laisser un tout petit peu de suspense quand même. Bon, comme c'est pas la trame qui est importante, c'est comment vous la menez et avec quelles illustrations c'est fait quand même. Donc même si on devait dévoiler la fin du livre, c'est pas un problème. Oui, non, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est ce qui m'a touchée en fait au tout début de l'écriture, c'est-à-dire qu'il avait ces deux passions, le piano et la musique orientale, et toute sa vie, il a essayé de lier ces deux passions, des choses qui ont l'air complètement contradictoires ou impossibles à lier, et en fait il y est arrivé. Et il y a un prototype de ce piano oriental qui a été fabriqué à Vienne dans les années 50 par Hofmann, qui est toujours au Liban chez mon grand-père aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut raconter pour la petite histoire, il a été invité à Vienne et on lui a dit on commercialise si vous avez 100 commandes. Voilà. Et il n'a pas eu le temps de les compléter. Voilà. Il n'a pas eu le temps d'avoir les 100 commandes, mais en revanche le prototype d'usine est encore là. Alors comment ça se fait qu'il dort encore ce prototype? Alors, pour plusieurs raisons, mais moi ce qui me touche aussi, c'est un peu ce rendez-vous manqué finalement avec l'histoire, avec la musique. Temps, Je pense que s'il dort aujourd'hui, s'il est muet, malheureusement, c'est qu'on n'a pas trouvé de musicien pour s'en emparer et pour en faire quelque chose de très personnel et de très C'est fort. quand même étonnant à l'heure où le brassage musical est vraiment dans toutes les voix et que tous les artistes sont à la recherche de ces changements de ton. Oui. C'est vrai, mais peut-être que personne ne savait que ce piano existait. Il faudra lire la bande dessinée. Je crois que vous allez contribuer à le faire connaître. J'espère. Non, mais à mon avis, vous allez certainement être contacté après ce livre par quelqu'un qui va vouloir le reprendre. Et ce serait bien dommage que ça en reste là, d'ailleurs. En fait, vous repartez encore une fois à la rencontre de vos racines, de votre famille. Vous qui êtes dans la trentaine, oscillez entre ces périodes de guerre et d'après-guerre qui définissent votre génération. Alors, ce piano inventé par votre arrière-grand-père ne sera pas commercialisé, comme on l'a dit, parce qu'il n'a pas eu le temps, mais ça vous a également permis d'aller fouiller dans d'autres racines de votre famille et de découvrir d'autres choses qui vous sont très chères. Oui. Au tout début de l'écriture, je suis partie de l'invention de mon arrière-grand-père qui est Abdallah Shahin, disons-le, parce que certains Libanais le reconnaîtront ou le connaissent. Tous les Libanais. Et voilà. Et dans mon histoire, comme c'est à mi-chemin entre sa vie et quelque chose que j'ai un peu fantasmé, donc un mi-chemin entre la biographie et une fiction, il s'appelle Abdallah Kamanja. Donc c'est parti de son invention, ce piano oriental, et très vite, je me suis rendu compte que ce piano, s'il m'intéressait, c'est parce que finalement, c'est un piano droit qui ressemble à tous les autres pianos droits du monde, mais qu'il a une particularité, c'est qu'il est bilingue, parce qu'il arrive à jouer la musique orientale et la musique occidentale il a réussi, mon arrière-grand-père a réussi à faire ça sans changer l'aspect du piano. Donc c'était assez incroyable, enfin pour moi c'était magique comme invention. Et très vite, quand je me suis dit tiens, c'est un instrument bilingue, je me suis rendu compte que c'était peut-être le moment pour moi de parler de mon propre bilinguisme et de mon rapport à mes deux langues maternelles qui sont l'arabe et le français, à toutes ces choses finalement qui sont liées à la langue, à la territorialité, à l'identité. Moi qui suis entre Beyrouth et Paris, entre deux cultures, constamment entre deux langues, c'était une façon d'entrer dans ce travail autobiographique et de tisser un récit à deux voix, la voix de mon arrière-grand-père dans les années 50-60, dans ce Beyrouth un peu de carte postale que je n'ai pas connu, et ma voix d'aujourd'hui entre Beyrouth et Paris et ces deux cultures. Alors vous faites évidemment, comme vous le disiez, aujourd'hui des allers-retours entre la France, terre d'accueil, et le Liban, terre natale. Et c'est cette identité qui s'est tissée dans cet aller-retour, dans ces deux pays, comme vous le dites dans votre livre, et qui transpire dans vos ouvrages. Et vous dites également dans votre livre, par exemple, que l'arabe est pour vous la langue des infos, de la violence. L'est-elle encore aujourd'hui? Non, c'était le cas effectivement dans les années 80, où l'arabe que j'entendais était constamment lié à de mauvaises nouvelles. Et donc le français, dans mon enfance, a été une langue refuge. C'était la langue du rêve, des choses, des contes, des choses qu'on me lisait. C'était une langue finalement d'échappatoire.
évidemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque ce rapport a beaucoup changé à toutes les époques de ma vie. Est-ce que c'était une langue d'échappatoire ou c'était quand même la langue natale pour vous? Parce que finalement, ça dépend beaucoup de la langue qu'on entend quand on est enfant chez Oui, soi. alors moi j'ai eu la chance d'entendre les deux. Enfants, d'avoir des cours, comme beaucoup de gens au Liban de toute façon dans les deux langues. Et les deux langues m'ont bercée. Mais à plusieurs périodes de ma vie, mon rapport à elles a changé. Alors il y a eu ce qu'on évoquait tout à l'heure dans les années 80 par rapport à l'arabe. Et il y a eu un moment où, pour la première fois où je suis allée, et je le raconte aussi à ce qu'on appelait Beyrouth Ouest. À l'époque, je devais avoir 10 ans. Pour moi, j'avais l'impression d'être à l'étranger parce que je n'avais aucun repère dans cette ville qui pourtant était... c'était à combien à 100 mètres de chez moi à vol 50 d'oiseau. mètres, j'allais dire, oui, absolument. Voilà, et ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que j'avais l'impression d'être à l'étranger, c'est que j'ai perdu mes deux langues maternelles. Et je parlais l'anglais à tout le monde. J'étais étonnée qu'on me comprenne quand je parlais l'arabe. Bon, après, mes deux langues ont repris le dessus. Et finalement, quand on prend ses repères, la langue revient. Vous avez arrêté de vous battre contre les libanismes parce que vous faites des parallèles très sympas. C'est toujours teinté d'humour avec vous, bien entendu, entre les coutumes verbales des deux pays. Vous dites par exemple, nous on dit lek, alors qu'en France on dit écoute, pas regarde, bien Naïman pour la coupe de cheveux. Oui. Alors vous étiez toujours très étonné par ces parallèles-là et qui traduisent beaucoup finalement de la culture. Tout à fait, c'est ça. Et ça c'est arrivé quand je suis arrivée en France en fait. Avec le déplacement géographique et émotionnel, il y a eu aussi un changement dans mon rapport à mes langues. Et j'étais très finalement peut-être plus attentive à certaines choses. Tiens, pourquoi cette chose-là, je n'arrive à la dire qu'en arabe? Pourquoi cette chose-là, il faut que je la dise en français? Et bien sûr, l'usage de la langue par rapport à la culture. Le naïman, par exemple, est intraduisible parce que l'usage n'existe pas en France. On ne félicite pas quelqu'un qui vient de se faire couper les cheveux. Disons qu'on ne lui souhaite pas le bonheur, la grâce, enfin, ce que dit le naïman au fond. Et oui, cette idée de lek, dit, écoute, c'est bon. Après, ça pose des questions plus que ça n'y répond, mais est-ce que finalement, ça ne permettrait pas de comprendre un certain nombre de choses, de se dire finalement, on ne voit pas le monde de la même façon et on ne le dit pas de la même façon. C'est pas que du verbe, ça traduit beaucoup plus finalement. C'est ça. C'est sûr. Alors le piano oriental, c'est du noir et du blanc pour piano. Du noir et du blanc pour époque ou du noir et blanc parce que vous associez le français à ces deux couleurs? Le français, si c'est une couleur? Non, pour vous. Alors, pour la petite histoire, moi, quand j'étais enfant, dans mes livres scolaires, c'était des livres édités en France. En noir et blanc. Ils étaient en noir et blanc parce que c'était une édition qui était destinée à l'export. Voilà. Absolument. Donc, toutes les images étaient en noir et blanc. Et pour moi, pendant longtemps, la France était liée à ce noir et blanc un peu passé, cette cour de récréation enneigée qu'il y avait dans une des lectures avec les marronniers qui tombent dans la neige. Et aussi, ce qui est très drôle, c'est qu'au même moment, les caméscopes au Liban, les lecteurs des vidéos, étaient calibrés selon le système américain. Et donc, quand on regardait un film français, il était en noir et blanc aussi. Donc, très longtemps, le français a été associé au noir et blanc. Donc, en fait, pour toutes ces raisons, le noir et blanc. Ça c'est plus une anecdote. Mais le noir et blanc, ça fait longtemps que vous l'utilisez, je m'en sers. Absolument. Et c'est une vraie passion. D'ailleurs, j'ai essayé d'être assortie en à noir mon et livre. blanc. Mais c'est une vraie passion parce que ça permet de transmettre des émotions de façon très très intéressante, avec pas grand-chose parfois, avec le avec le vide du blanc, avec le plein du noir, avec certaines façons de construire la page avec ces deux éléments. Ça permet de faire passer des choses assez belles, qu'il faudrait des pages et des pages entières de texte pour exprimer. Je veux revenir Je voudrais juste terminer sur quelque chose que vous dites qui est très sympa. L'accent est encore une fois un des axes de votre livre. Et à ce propos, vous citez Miguel Zamacois qui dit avoir l'accent, enfin, c'est chaque fois qu'on cause, c'est parler de son pays en parlant d'autre chose. En parlant d'autre chose. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Merci. Merci Zena Birachet. À la prochaine. À bientôt. Une page de publicité et on se retrouve juste après. Chez les jaunes, voyage, voyage dans tout le royaume.
bouquin. Et je dis souvent que quand on lit un bouquin, il faut avoir un petit cahier à côté de soi pour noter les belles phrases. Et avec Clairefontaine, on sent que c'est artistique, c'est pas un cahier normal. Nada Shaoul, donc ce papier-là, comme c'est la marque de fabrique de Clairefontaine, on a eu l'idée de faire un quiz entre MTV et Clairefontaine qui justement parle de papier. C'est une question qu'on va poser aux téléspectateurs à partir d'aujourd'hui. Donc la question est la suivante. Qui inventa la machine à fabriquer le papier et quand? Qui inventa la machine à fabriquer le papier et quand? Les réponses, c'est sur la page Facebook de la MTV. Et là, vous allez courir la chance de remporter des lots de valeur Clairefontaine et Covadis, n'est-ce pas? On va annoncer les gagnants le 1er novembre ensemble. Tout à fait, tout à fait. Donc nous, on insiste beaucoup pour ce lien qui existe entre lire, donc lire et écrire, c'est deux choses qui sont vraiment intimement liées. Et donc l'écriture, elle est au cœur aussi de la lecture. Donc d'où cette question qui porte sur le papier et sur la pérennité du papier. C'est vrai que le numérique avance, mais tout le monde sait l'attachement que tout le monde a pour ce matériau superbe, très noble qu'est le papier. Merci beaucoup Nada Shaoul. On vous verra en tout cas dans d'autres émissions du Salon du Livre. À bientôt et bon salon. Merci beaucoup à la MTV pour ce beau partenariat. Merci. Voilà arrivé au roman. Et ce soir, c'est avec Michel Radillos qu'on va passer un petit moment avec À l'aube de soie. Bonsoir Michel Radillos. Bonsoir Nanette. Alors vous êtes poète et romancière. Vous avez publié 3 cahiers de poésie, 2 recueils. Et vous en êtes aujourd'hui à votre 2e roman, À l'aube de soie, publié à La Cheminante, que vous signez ce mercredi au Salon du Livre. Alors tout d'abord, avant de parler du livre lui-même, dites-moi comment vous êtes arrivé chez un éditeur français. Alors, j'étais déjà en contact avec l'éditrice Sylvie Darro, que je salue. Et donc, je lui ai envoyé mon manuscrit et la réponse a été positive. Alors, ça a marché dès le premier coup. Elle attendait mon manuscrit, c'est-à-dire je lui avais touché un mot à propos du sujet et tout. Et c'est un sujet intéressant et ça a intéressé la maison et voilà. Alors, À l'aube de soie, c'est l'histoire d'une relation de soumission et d'asservissement, d'une part volontaire et d'autre part inconsciente, une rencontre d'enfance qui repart au gré du hasard pour évoluer en évidence. Une histoire qui va être racontée à un humanitaire français qui vient prendre l'air sur une plage. Et comme ça, la femme qui restera anonyme jusqu'au bout du livre, va se confier à cet homme. Tout à fait. Elle va lui raconter sa vie, une vie faite de violence. Alors, cette femme s'est donnée dans le noir, à l'obscurantisme le plus absolu. Cette relation, qui pourrait rappeler les affres d'une société patriarcale, est en fait le reflet d'une réalité universelle qui peut envelopper toute relation entre un homme et une femme. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce thème-là ? On a dépassé les tabous dans notre société. On arrive à parler de la violence conjugale. Et c'est ce qui m'a poussée à écrire sur ce thème-là, pour dénoncer ces violences-là qui détruisent les femmes. Et maintenant qu'on arrive à en parler, j'ai décidé d'en parler. Voilà. Pour que ça s'arrête une fois pour toutes, pour que la femme puisse revendiquer ses droits. C'est-à-dire. Est-ce qu'après avoir écrit ce livre, vous avez été contacté, et ce salon l'année dernière a quand même mis ça en avant, par des éditeurs arabes pour le faire traduire, parce que finalement, c'est comme ça que vous toucherez aussi un plus grand public ici. Il y a depuis des associations qui ont vu le jour et qui s'occupent des violences conjugales. Il y a encore des femmes qui n'osent pas s'avancer. J'attends toujours que ça se produise parce que justement, il faut absolument que ce livre, il faut absolument, toute modestie mise à part, il faut en parler, il faut commencer à en parler dans la société aussi arabophone, c'est-à-dire pas seulement francophone, il ne faut pas que ça se limite à la francophonie. Oui. Alors la femme, pour en revenir quand même au thème de votre livre, va épouser un homme dont finalement elle ne savait pas grand-chose et qu'elle n'aimait pas vraiment, et elle va connaître une véritable descente aux enfers avant de se débarrasser de ses chaînes en opérant un retour vers son pays qui, comme elle, en fait, a été décimé par une guerre, lui, mais elle a été complètement décimée dans sa vie privée. Alors, chacun d'entre nous peut se retrouver dans votre livre, finalement, à un moment donné ou à un autre. Tout à fait, mais je pense que la narratrice du roman, de ce roman-là, a aimé son partenaire.
Sinon, je pense qu'elle ne serait pas restée aussi longtemps auprès de lui et elle n'aurait pas subi comme elle a subi. Donc, il y avait de l'admiration, il y avait de la crainte et il y avait aussi de l'amour. Mais oui, je pense que ça peut s'identifier, beaucoup de femmes peuvent s'identifier à cette narratrice-là. Mais pas forcément à sa façon de se libérer, parce qu'elle va se libérer après le récit, en passant quasiment une nuit à faire un récit, un peu comme Scheherazade, quelque part, qui doit parler et raconter des histoires pour rester en vie. Elle va se libérer en racontant à cet homme l'histoire de sa vie. Tout à fait. C'est en racontant qu'elle exorcise peut-être ces démons-là. Et à l'aube, enfin je ne vais pas raconter le roman, après ça sera trop... On a déjà pas mal dit, je trouve. Donc voilà, il faut le lire pour voir un peu quel effet ça fait. Donc, voilà. Pour terminer, est-ce que c'est une incitation à la réaction, ce livre, à l'aube de soi? Une incitation à la réaction, bien sûr. Une incitation à une prise de conscience déjà, oui. À une prise de conscience que beaucoup de gens occultent et ne veulent pas voir en face. Et en fait, n'arrivent pas à palper, n'arrivent pas à se distancier de ça. Ils n'arrivent pas à se distancier, à s'en distancier. Michèle Reyrius, merci beaucoup. À la prochaine, je dirais. Inch'Allah. Bientôt? C'est pour bientôt? Il y a quelque chose en gestation ou pas encore? Bien sûr. Bien sûr. Un autre roman et aussi de la poésie. Prochain salon du livre? Je ne sais pas, on va voir. Merci Nanette. Beaucoup. Et à la prochaine. Merci. On va faire une petite page de publicité. On se retrouve encore une fois juste après. Bonsoir. Alors vous avez fait, vous, des études en psychologie et du yoga. Je ne sais pas si ça se rejoint, mais probablement, avant d'arriver à la photo. Et vous n'en êtes pas à votre première publication. En 2011, vous avez publié Réserve du Chouf, un livre qui couvre 15 ans de travail. En 2013, oui, c'est ça. Une grande exposition au Festival de Bétédine, Liban-sur-Rail, couronnée par un livre qui porte le même nom, signé à Paris, à l'Institut du monde arabe. En 2014, un nouveau livre intitulé Vestiges de Sofar, couvrant 2 grands vestiges, le Grand Hôtel de Sofar et la Villa Donna Maria. Et aujourd'hui, c'est au tour des maisons traditionnelles dans les villages libanais. Et je suis tentée de dire, heureusement que les villages sont en général moins convoités que la ville. Ah oui, bien sûr, parce que justement c'est le thème initial de l'un des thèmes, si vous voulez, de ce livre, c'est le village libanais. Pourquoi le village libanais et les maisons traditionnelles? Parce que le village libanais, ça reflète un petit peu l'identité nationale, l'identité libanaise. Si quelqu'un vous demande si vous êtes d'où, si vous répondez de Beyrouth, il dit... Mais il y en a qui sont de Beyrouth, Eddy. Je sais bien, mais c'est bizarre. Tout le monde te dise oui, mais de quel village? Alors c'est un petit peu ça. Et c'est ce que j'ai essayé de refléter un petit peu dans ce livre. D'abord, à travers ce livre, à travers 3 chapitres. Le grand chapitre, le premier, c'est un chapitre technique, scientifique, qui reflète la typologie des maisons traditionnelles. Ouais. Qui reflète le grand travail qui a été fait par plusieurs architectes libanais. En gros, si on veut parler un peu de la typologie, il y a quand même 3 types. Non, 5. 5 en types principe. de maisons, c'est ça? Justement, la maison rectangulaire. Et ce qui est intéressant de cette maison, c'est qu'elle est faite sans architecte. Elle a été faite par le paysan libanais. Le deuxième, c'est la maison à galerie, où il y a des arcades. La troisième, elle est très très intéressante, elle est très rare. C'est une maison qui vient
typologie perse, le Liwan, Le Riwan, ouais. justement. Et la troisième, c'est la maison à cour qu'on voit, par exemple, à Dir al-Amar. C'est typique là-bas. Alors Et dites-moi comment vous avez fait. sans oublier la toute récente, la Central Hall. Le Les hall central. maisons, oui, Ouais, d'accord. la maison à toit rouge. Mais dites-moi comment vous avez fait. Vous avez pris votre objectif ou vous vous êtes baladé dans les villages et vous êtes parti à la recherche de ces maisons. On vous les a indiquées. Vous avez fait un travail de recherche sur papier avant. Comment ça s'est passé? En fait, si vous voulez bien, tout ça, ça revient à mon éditeur, que je remercie énormément, qu'il m'a donné cette chance de faire ce livre qui me tient à cœur depuis 97, si vous voulez bien. J'ai commencé à préparer des maisons, des portes, des gens, des paysans. Et puis l'année passée, vous vous rappelez bien, on s'est rencontrés Oui, avec on vous un a livre. vu arriver sur le plateau sans savoir de qui il s'agissait, mais bon. Justement. Alors il m'a dit, pourquoi tu ne me fais pas un livre sur les anciennes maisons traditionnelles? Alors, comme si quelque chose qui m'a tombé du ciel. Ouais. Alors j'ai préparé en 2 semaines et il était étonné, la librairie Stéphane, elle était étonnée que dans 2 semaines, j'ai préparé la plupart des grands chapitres. On a ajusté quelques trucs, afin pour avoir ce livre à 3 grands chapitres. Le premier, comme je te dis, il est technique de les typologies de la maison traditionnelle. Le deuxième qui comporte 11 villages. Si je me rappelle bien, c'est ce qui reste. En regardant de loin, on voit toujours la typologie le paysage libanais à travers son village. Et le troisième qui couvre des maisons traditionnelles du nord, du sud de la Bekaa. C'est toujours très court, Eddy Choueiri, je suis désolée, mais on doit clôturer notre émission pour aujourd'hui. C'est un très beau livre que je recommande Merci. à tout le monde, tous ceux qui sont amoureux des traditions et des maisons traditionnelles libanaises. Elles sont magnifiques, les photos sont très très belles. Et je vous donne rendez-vous alors l'année prochaine, du coup. Juste, il faut ajouter une chose, la signature et la conférence, c'est demain avec Jacques Léger-Bellair, Yasmine Macaron. Merci. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve personnellement mardi. Demain, vous retrouverez Elsa. Au revoir. Libre, je vous dis, libre comme vivre.